Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se plonger dans une série de documents assez denses qui posent une question fondamentale sur l'avortement en France. Oui, L'angle, ce n'est pas de débattre du droit lui-même, mais d'explorer une idée plus subtile en fait. celle de la liberté de choix. C'est ça. L'argumentation qui traverse tous ces textes, c'est dans la France d'aujourd'hui, est-ce que les conditions sont vraiment réunies pour qu'une femme puisse faire un choix qui soit authentiquement libre? C'est tout à fait ça, et il faut bien comprendre l'approche de ces analyses. On n'est pas du tout dans un plaidoyer pour ou contre. Non, c'est plus analytique. Voilà. C'est un examen qui se veut rationnel des facteurs qui pèsent sur cette décision. Les auteurs s'appuient sur une logique assez philosophique, des comparaisons chiffrées avec d'autres pays, et puis une lecture critique du cadre social et légal français. Notre but, c'est donc de décortiquer un peu ce raisonnement. Exactement. De voir comment il est construit, ce qu'il implique. Parfait. Alors, pour commencer, la base de tout. Qu'est-ce qu'un choix libre? L'argumentation part d'une définition assez simple. Oui, un choix n'est libre que s'il existe plusieurs options. Plusieurs options concrètes et accessibles. Et là, une question est tout de suite posée. Quand la pression, la souffrance future, qu'elle soit financière, sociale, peu importe. Hmm. Quand cette pression devient écrasante, est-ce qu'on peut encore vraiment parler de liberté? Hmm. C'est là qu'ils utilisent une analogie historique assez, Percutante, oui. oui, celle de l'abolition de la torture. L'idée, c'est qu'un aveu obtenu sous la contrainte de la douleur, il n'a aucune valeur. Il n'est pas libre. D'accord. Et en transposant cette logique, les auteurs suggèrent que beaucoup de femmes avortent, non pas par désir, mais Par peur. peur de la précarité, peur de la solitude, peur de ne pas savoir élever un enfant porteur de handicap. Et donc, le raisonnement qu'il propose, c'est que au lieu de voir l'avortement comme la solution, En mode, on supprime le fœtus pour supprimer le mal. voilà, une société vraiment solidaire devrait plutôt s'attaquer aux racines de ces peurs. C'est ça. Et ça fait écho à une phrase de Simone Veil, qui est citée plusieurs fois lors de son discours de 1974. Elle disait « L'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue ». Une vision très forte, oui. Or, les textes la confrontent aux chiffres de 2022. En France, on observe environ un avortement pour 3 naissances. Le fossé est immense entre l'exception et la réalité statistique. Oui, la question posée est donc, est-ce que cette évolution, ce n'est pas le symptôme d'un échec collectif, en fait, d'un mauvais accompagnement? Et c'est précisément ce qui amène à la comparaison avec la Suisse, qui est un des piliers de leur argumentation. Ah oui, les chiffres sont frappants. En Suisse, le taux d'avortement, il oscille entre 6 et 7 pour 1000 femmes en âge de procréer. En France, On est bien au-dessus. on est entre 14 et 16 pour 1000. C'est plus du double, plus du double. Et comment les sources expliquent ça? L'analyse attribue cet écart massif au système de soutien suisse. Des allocations familiales présentées comme plus généreuses, des congés maternité et paternité solides, des aides ciblées, et un environnement qui facilite la conciliation entre vie de famille et carrière. Donc, si je suis la logique, le message c'est que, quand des alternatives réelles et financées existent, le taux d'avortement baisse. De manière significative, oui. Ce qui, pour les auteurs, prouverait leur hypothèse de départ. Exactement. Qu'en France, le choix serait souvent contraint par un défaut de soutien structurel. C'est là qu'il distingue la liberté formelle de la liberté réelle. C'est-à-dire? Légalement, la porte de l'avortement est grande ouverte, c'est un droit, mais si tous les autres chemins sont pleins d'obstacles, économiques, sociaux, Alors cette porte devient la seule sortie visible. voilà. Le choix existe en théorie, mais une seule voie est réellement dégagée en pratique. Cette idée d'une voie dégagée par défaut m'amène à la suite. Ce manque de soutien social, est-ce que c'est présenté comme une simple négligence, un oubli, ou est-ce que l'analyse va plus loin? Elle va beaucoup plus loin. C'est là qu'on entre dans ce que les auteurs appellent l'architecture du choix. D'accord. Et le cas des fœtus porteurs de handicap est, selon eux, l'exemple le plus parlant. L'argument, c'est que l'IMG, l'interruption médicale de grossesse, est souvent présentée aux parents non pas comme une option, Hmm. mais comme la solution, comme la seule issue logique et compassionnelle. Ils opposent à ça une citation du généticien Jérôme Lejeune qui disait « Un médecin, un soignant, ne supprime pas le porteur du mal, il supprime le mal ». C'est une autre façon de voir les choses. Oui, l'idée que la médecine devrait combattre la maladie, pas la personne. Pour appuyer ce point, les textes essayent de déconstruire l'idée qu'une vie avec un handicap est forcément une vie de malheur.
Oui, il cite une étude américaine du docteur Brian Scotto de 2011 où 99% des personnes avec une trisomie 21 se déclaraient heureuses. Ah oui, quand même. Ou l'exemple de Félix Klieser, ce corniste né sans rat qui est un virtuose mondial. Ce sont des exemples pour dire que, voilà, la souffrance n'est pas une fatalité. Si on relie ça à l'idée d'architecture du choix, ça suggère que l'État, en favorisant implicitement l'IMG, n'agirait pas que par compassion. C'est ça. Il y aurait d'autres logiques beaucoup plus pragmatiques. Et c'est là qu'on aborde ce qu'ils appellent le grand tabou. L'angle économique. Oui. Et ils ne spéculent pas, ils s'appuient sur des rapports officiels français. Un rapport de 1969 qui parlait déjà des coûts financiers et humains incalculables des infirmes moteurs cérébraux, La formulation est très directe. et ça devient encore plus explicite après. Oui, dans un rapport du Haut Comité de la Santé publique de 1994, il est écrit noir sur blanc que la justification du diagnostic prénatal repose sur une analyse coût-bénéfice. Attendez, là il faut qu'on s'arrête une seconde. Les sources citent un rapport officiel qui parle ouvertement d'analyse coût-bénéfice pour justifier un dépistage prénatal. Oui, l'analyse compare le coût du dépistage systématique à celui de la prise en charge à vie des enfants lourdement handicapés. Une perspective purement gestionnaire appliquée à une question de vie humaine. C'est assez brutal comme approche telle que présentée. C'est précisément l'effet que cette citation cherche à produire. Et pour montrer que cette logique n'est pas une exception française, d'autres documents sont cités. Comme quoi, par exemple? Une étude de l'Institute for Women's Policy Research aux États-Unis qui estime que les restrictions à l'avortement coûteraient 105 milliards de dollars par an à l'économie américaine. En perte de productivité féminine, j'imagine. Principalement, oui. Et dans la même veine, un rapport de la Banque mondiale de 2020 qui suggère que des lois plus libérales sur l'avortement sont corrélées à une augmentation du revenu par habitant. Donc la conclusion que tirent les sources est: Assez froide. elles avancent que l'État, au-delà des discours sur la liberté, aurait un intérêt économique direct à ce que l'avortement soit une solution facile. C'est moins coûteux que de financer le soutien à long terme et ça maximise la participation des femmes au marché du travail. C'est la thèse défendue, oui. Une architecture du choix qui serait, en partie, influencée par des considérations financières très concrètes. Cette perspective est glaçante. Mais pour qu'une telle politique soit acceptable, il faut bien une base, une justification légale et philosophique. Bien sûr. Comment les sources décrivent la façon dont la loi française définit ou justement ne définit pas le statut de l'embryon pour permettre cette flexibilité? On touche au cœur du labyrinthe. L'argumentation commence par pointer ce qui est présenté comme une incohérence. Les délais légaux pour l'IVG. Ah oui. 14 semaines en France, 22 aux Pays-Bas, 10 au Portugal. La question posée est simple. Si le seuil à partir duquel une vie humaine doit être protégée est une donnée scientifique, pourquoi est-ce que ça change quand on passe une frontière? Ça suggère que le seuil est plus politique que biologique. C'est l'idée. Les textes soulignent que le droit français est très prudent et n'a jamais explicitement défini le statut du fœtus. Le Comité consultatif national d'éthique, le CCNE, utilise l'expression « potentialité de personne », Potentialité de personne. qui n'acquiert le statut de personne juridique qu'à la naissance, à condition d'être né, vivant et viable. Mais cette définition crée des paradoxes juridiques assez troublants. Comme lequel, par exemple? Il y en a un qui est particulièrement frappant. Imaginez un acte médical qui cause la mort d'un fœtus viable de 7 mois, à l'intérieur de l'utérus. D'accord. Juridiquement, c'est une infraction, mais pas un homicide. Maintenant, imaginez le même acte, par la même personne, sur le même être, mais quelques minutes plus tard, après une naissance prématurée. Là, c'est un homicide. Un homicide volontaire, passible de la cour d'assises. La nature de l'être n'a pas changé, mais son lieu et son statut juridique, si. L'ordre chronologique prime sur la nature du geste. C'est un paradoxe puissant. Mais est-ce que les sources expliquent pourquoi la loi a tracé la ligne là, à la naissance? Ou est-ce présenté comme purement arbitraire? C'est présenté comme une convention juridique, une nécessité pratique, mais sans fondement biologique solide. Et c'est ce qui amène les textes à critiquer en profondeur le concept d'humanisation progressive. Cette idée qu'on deviendrait plus humain avec le temps. Voilà, en fonction de critères comme la viabilité, la conscience, l'activité cérébrale. Et ces critères sont jugés peu fiables. Ils sont jugés subjectifs et surtout dépendants de la technologie.
La viabilité d'un prématuré de 24 semaines, ce n'est pas la même en 1980 et aujourd'hui. La conscience, si on la mesure avec le test du miroir, Le bébé ne l'acquiert qu'après un an de vie. exactement. Et l'activité cérébrale organisée est un terme jugé trop flou. Si on pousse la logique, un nouveau-né ne remplit pas tous les critères de la personne. Alors, quelle est l'alternative que proposent ces textes? L'argument central, c'est que la distinction entre statut biologique et statut juridique est un artifice politique. Hmm, Biologiquement, dès la fécondation, un nouvel organisme existe, avec un ADN unique, un programme de développement autonome. Pour rendre ça plus concret, ils utilisent l'analogie de la machine à café. La machine à café, oui. Expliquez-nous. Une machine à café, même neuve dans son carton, jamais branchée, c'est déjà une machine à café. Sa nature est définie par sa structure interne, son principe organisateur qui la destine à faire du café. Elle n'a pas besoin de fonctionner pour être une machine à café. D'accord, je vois. De la même manière, une graine de chêne est déjà un chêne en puissance? Et donc il transpose ça au fœtus. Il est humain dès le départ par son organisation génétique, même si ses capacités, comme la conscience, ne sont pas encore activées. Et la dépendance à la mère dans tout ça, elle est vue comme une condition instrumentale, comme la prise électrique pour la machine. Ce n'est pas ce qui définit sa nature. C'est une analogie puissante. Ça change complètement la perspective. On passe d'une question de capacité à une question de nature. C'est un pivot philosophique, oui. Et ça les amène logiquement à critiquer des slogans comme «Mon corps, mon choix». Exactement. Le raisonnement est que le fœtus, avec son propre code génétique, n'est pas une partie du corps de la mère, comme un rein ou un foie. C'est un autre corps, un individu biologiquement distinct qu'elle héberge. Donc si l'État opère sur ce cadre juridique très spécifique, comment les sources expliquent la manière dont cette vision est maintenue dans le débat public? Ça nous amène à la dernière partie sur l'information. Oui, et on boucle la boucle avec le choix libre. En médecine, un consentement n'est éclairé, et donc libre, que si le patient a reçu une information complète, loyale, non biaisée, Sur toutes les options. sur toutes les options, leurs avantages, leurs risques. Les sources se demandent si ce standard est appliqué à l'avortement en France. Et leur réponse est non, j'imagine. Ils citent une loi en particulier, le L223-2 du Code de la santé publique. Il punit la diffusion d'informations de nature à induire intentionnellement en erreur dans un but dissuasif. Pour les auteurs de ces textes, cette loi, qui au départ visait la désinformation, serait devenue un outil pour empêcher tout discours alternatif. Ils vont même jusqu'à parler d'un délit d'opinion. Ils mentionnent des cas concrets. Le site ivg.net, condamné pour avoir présenté des informations jugées dissuasives, ou un professeur de Manosque révoqué pour avoir montré un film anti-IVG. Voilà, ces exemples sont utilisés pour soutenir l'idée que le cadre légal ne favorise pas un débat contradictoire, mais protège une version officielle. L'analyse pointe aussi l'usage de certains mots, des euphémismes. Le terme interruption volontaire de grossesse est questionné. Oui, on interrompt quelque chose qui peut reprendre, ce qui n'est pas le cas ici. L'anonymat de l'acte est aussi interrogé. Pourquoi un tel secret s'il s'agit simplement de retirer un amas de cellules ? En connectant tous ces points, le manque d'alternatives, les incitations économiques, le flou juridique et le contrôle de l'info, les sources dressent le portrait d'un système assez complexe. Un système où l'avortement, loin d'être une option neutre, Serait devenu une sorte de solution par défaut. Une voie presque obligée, favorisée par un manque d'alternatives concrètes et une information qu'ils estiment orientée. la thèse finale de ces documents, c'est donc que la véritable liberté pour les femmes ne se mesurerait pas seulement à la facilité d'accès à l'avortement. Mais à quoi, alors? Elle résiderait dans la construction d'un édifice social et économique si solide, avec des aides si visibles et des alternatives si accessibles, que l'avortement pourrait enfin redevenir ce que Simone Veil souhaitait. L'ultime recours pour des situations sans issue. Exactement. C'est une analyse qui bouscule, c'est certain. Et pour finir, elle nous laisse avec une pensée plus large. Ces textes définissent un choix libre par des critères extrêmement exigeants. Des alternatives réelles, accessibles, financées et une information totalement complète et non censurée. Si on appliquait ce standard à d'autres domaines, ça nous amènerait à nous demander combien de nos grandes décisions de vie professionnelles, médicales ou même financières peuvent vraiment, au fond, être considérées comme entièrement libres.